Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous ce matin pour vous accueillir pour ce deuxième cours de l'enseignement que le Collège de France vous propose sur la thématique des relations entre l'environnement et la santé dans l'Anthropocène. Les cours qui vont s'étaler sur 2 mois vont nous permettre d'aborder rapidement, certes, quelques grandes familles de contaminants environnementaux qui sont emblématiques de l'Anthropocène et notamment aujourd'hui le plomb, les 2 prochaines semaines les polluants atmosphériques, puis la question des perturbateurs endocriniens, d'abord les perturbateurs endocriniens persistants, ceux dont les effets sont les mieux connus, et la problématique des effets des perturbateurs endocriniens non persistants. Et puis, nous aborderons aussi plusieurs enjeux plus généraux de cette problématique de la santé environnementale qui correspondent à des sujets plus à la frontière des connaissances, que sont les thématiques de l'exposome, de l'estimation du fardeau de maladies liées aux facteurs environnementaux et des relations entre changement climatique et santé, qui est une question contemporaine et qui nous projette aussi dans le futur, alors que la recherche en santé environnementale a un petit peu tendance à regarder dans le passé et des fois même à avoir une longueur de retard sur les modifications de notre environnement. Alors, si on présente l'Anthropocène, que j'ai évoqué dans ma leçon inaugurale comme étant une révolution avant tout de l'énergie et des sources d'énergie, avec un passage d'énergie essentiellement renouvelable, la biomasse, les muscles animaux et humains, le vent, l'eau, à une ère où l'essentiel des sources d'énergie sont d'origine fossile. On peut aussi présenter l'Anthropocène sous l'angle particulier qui est celui des sous-produits potentiellement dangereux pour la santé qu'il génère. Et on peut très schématiquement et de manière qualitative, il ne faut pas prendre ces valeurs ici comme des grandeurs quantitatives, mais présenter des vagues successives de substances qui ont été générées, dont les niveaux ont cru pendant l'Anthropocène, qui sont d'abord notamment les sous-produits de combustion de cette révolution de l'énergie, issus de la combustion du charbon, puis du pétrole et du gaz, tels que les oxydes de soufre, les particules en suspension, tels que les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, tels que des métaux qui sont d'un usage beaucoup plus ancien, comme on le verra, dont le plomb, mais aussi le mercure ou le cadmium. Et puis, à partir de ce qu'on pourrait appeler la révolution chimique dans les années 1930, un grand nombre de produits chimiques de synthèse, comme d'abord les polluants organiques persistants, tels que les pesticides organochlorés, notamment le DDT, ou bien les polychlorobiphényles, les PCB, dont l'usage a été interdit assez rapidement, mais qui sont toujours présents dans notre environnement du fait de leur persistance dans l'organisme et dans l'environnement. Ils ont été remplacés par d'autres familles de pesticides, tels que les pesticides organophosphorés ou plus tard les néonicotinoïdes. Et puis, il y a toute une vague aussi, une succession de matières plastiques qui peuvent être soit des additifs des plastiques comme les phtalates, dont le DEHP est un exemple préoccupant pour la santé, dont on reparlera, ou bien des constituants de la matière plastique à proprement parler, comme le bisphénol A, qui est le monomère de base qui constitue le polycarbonate. Et là aussi, il a été suivi par d'autres composés de la famille des bisphénols. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur ce polluant, cet ensemble de polluants bien particuliers constitués des dérivés du plomb, que je qualifierais d'être un des plus vieux ennemis de la santé humaine. Il a le triste privilège d'être une des substances nocives dont on connaît depuis le plus longtemps les dangers, tout en continuant de l'utiliser. Il a aussi celui d'être un des rares facteurs chimiques ou physiques qui a donné son nom à une maladie, le saturnisme, qui est défini par l'exposition au plomb au-dessus d'un certain niveau, qui est un privilège qui est réservé plutôt aux agents infectieux en général. L'étude des effets sanitaires du plomb va nous permettre de parcourir plusieurs millénaires de l'histoire de l'humanité. Elle permet aussi de se frotter à un grand nombre de concepts du champ de la santé environnementale.
Cette recherche en santé environnementale, dans sa logique d'aide à la décision, telle que je l'ai présentée la semaine passée, produit des connaissances selon ce cheminement que j'ai déjà évoqué, qui consiste à d'abord identifier des dangers. Identifier des dangers, ça veut dire très schématiquement se rendre compte si la substance A peut induire tel ou tel problème sanitaire, causer des cancers, des troubles neurologiques par exemple, comprendre les mécanismes biologiques sous-jacents à cet effet. C'est suivi parfois, si on en a les moyens, d'une caractérisation des expositions en population générale, d'une caractérisation fine des relations dose-réponse chez l'humain, qui, si on les combine, peuvent nous permettre d'avoir une quantification de l'impact sanitaire, c'est-à-dire du nombre de cas de pathologie, du nombre d'années de vie en bonne santé perdues attribuables à l'exposition à cette substance dans une population donnée, un pays ou la planète, de traduire éventuellement cet impact en termes sociétal ou économiques, et donc de coûts pour la société, de passer à des années de vie en bonne santé perdues à des euros, on va dire. Éventuellement, ce n'est pas toujours fait, mais je pense que c'est un des enjeux de la recherche en santé environnementale aussi, d'identifier, de comparer, de valider différentes options de gestion que la société pourrait choisir d'adopter pour traiter le problème, éventuellement identifier et quantifier aux étapes précédentes, pour donner tous les éléments afin que la société décide ou pas de prendre des mesures de gestion vis-à-vis de cette substance. Et là, on sort du champ de la science pour entrer dans la décision publique où interviennent d'autres considérations. Donc c'est un modèle idéal, plutôt contemporain, dont on verra avec l'exemple du plomb qu'il n'a pas toujours été en place et qu'il est facile, en maintenant une science faible ou en bloquant son action, de retarder son déploiement. Donc en suivant ce cheminement pour le plomb, on illustrera en particulier certaines questions essentielles. Au niveau de l'identification des dangers, celle des effets de contaminants sur le système nerveux et la distinction entre les effets aigus et chroniques. La question de la non-spécificité des effets de certains contaminants environnementaux, c'est-à-dire que les pathologies induites ou influencées peuvent aussi être influencées par d'autres facteurs, ce qui fait qu'on ne va pas forcément avoir une signature spécifique de l'exposition et qu'il ne va pas être facile d'attribuer immédiatement à une exposition l'apparition de cas de maladie qui peuvent être dus à d'autres facteurs et survenir en l'absence du facteur considéré ici, le plomb. Je parlerai aussi, ça illustre aussi ce qu'on pourrait appeler, en empruntant un terme à la génétique, la pléiotropie des effets de certaines substances. La pléiotropie, c'est surtout utilisé pour désigner un gène qui va avoir plusieurs actions dans l'organisme. Ici, moi, je l'utiliserai dans le sens d'une substance qui va avoir plusieurs effets sur plusieurs types d'effets sur la santé en termes de manifestations cliniques. Cet exemple du plomb, il nous permettra aussi d'illustrer la problématique des inégalités sociales d'exposition, des expositions professionnelles aussi. Et cet amphithéâtre qui porte le nom de Maurice Halbwachs, un sociologue qui a beaucoup travaillé sur les classes sociales, et en particulier les ouvriers, et je crois particulièrement adapté pour aborder cette question. Ça illustrera que certaines alertes en santé environnementale peuvent venir et sont souvent venues du monde des travailleurs. Ça illustrera aussi, et ce sera peut-être abordé dans le séminaire, le retournement insidieux qui consiste à rendre les travailleurs coupables de leurs expositions alors qu'ils en sont les premières victimes. On illustrera aussi en partie la diversité des approches qui peuvent être utilisées en épidémiologie et en sciences de l'environnement pour caractériser les expositions et les effets de ces expositions. Pour ce qui est des interventions, le plomb nous fournit aussi un exemple d'intervention particulièrement efficace pour améliorer la santé publique à travers toute la société. Et pour ce qui est des mesures de gestion, l'histoire du plomb fournira l'illustration de la courte mémoire de nos sociétés, qui est là encore fera écho aux travaux de Maurice Halbwachs, qui est à l'origine du concept de mémoire collective. Ça nous permettra aussi d'illustrer la diversité des approches qui peuvent être utilisées pour gérer les dangers environnementaux, que ce soit la gestion par une dose limite, l'interdiction ou ce qu'on appelle l'approche à l'ARA, c'est-à-dire qui consiste à demander aux industriels de faire de leur mieux pour baisser les expositions sans fixer d'objectifs quantitatifs.
Et puis aussi, cela illustrera la question importante de la sectorialité, voire de la segmentation et de la compartimentalisation, souvent délibérée, des décisions de gestion sur les risques environnementaux, ce qui limite leur portée dans le cas de facteurs qui sont présents dans différents secteurs. Et enfin, la question de la substitution des produits chimiques dangereux. Alors, toutes ces questions ont fait l'objet de recherches de toutes les disciplines de la santé publique, qui incluent l'ensemble des approches des sciences humaines et sociales et politiques, qui incluent la toxicologie, l'épidémiologie, la biologie moléculaire. Donc, je structurerai cette discussion autour du plomb en m'appuyant sur ce que je vous ai présenté comme étant la finalité et les finalités de la recherche en santé environnementale, à savoir l'identification des effets sanitaires positifs et négatifs des facteurs d'origine extérieure à l'organisme, qu'ils soient de nature physique, chimique, infectieuse, sociale, psychosociale, des mécanismes biologiques, psychosociaux, voire sociétaux sous-jacents à ces effets, des impacts sociétaux correspondants et des interventions de toute nature qui peuvent permettre de limiter le fardeau de maladies associées ou de préserver et d'améliorer la santé des générations actuelles et futures. En fait, on pourrait passer sans difficulté une année sur les liens entre plomb, santé et société, et dans ce cours aujourd'hui, j'ai choisi surtout d'illustrer les problématiques des usages et des expositions humaines au plomb, de discuter certains des effets sanitaires, et on ne pourra pas du tout tous les aborder, mais notamment ceux sur la cognition. Je passerai très vite sur la question des impacts sociétaux, et on dira un mot de la gestion de ce risque. Et dans le séminaire qui suit, Judith Reinhorn de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne abordera la question de la régulation de la céruse au XIXe siècle. Et je me permets aussi de vous inciter à écouter ou réécouter le cours qui a été fait ici même, il y a à peu près un an, en 2021, par Didier Fassin sur la question du plomb et du saturnisme. Alors, prenons les choses donc dans l'ordre, en commençant par discuter la nature et les sources d'exposition au plomb. Le plomb, c'est d'abord un métal qui est naturellement présent dans l'écorce terrestre, qui se caractérise par un point de fusion très bas, environ 300 degrés, une certaine malléabilité qui a permis son usage depuis des dizaines de milliers d'années, ou au moins des milliers d'années, par les humains, pour un ensemble d'utilisations, rendu facile donc par ce point de fusion qui est facile à atteindre avec des fours relativement rudimentaires, par une certaine capacité d'extraction. Le plomb est souvent présent, en fait, en même temps que d'autres métaux, et notamment l'argent ou l'or. Et les histoires de ces trois métaux sont intriquées. C'est par coupellation qu'on va réussir, donc en faisant chauffer les mélanges qu'on extrait des mines, de plomb et d'or par exemple, à extraire de l'or pur, en liquéfiant le plomb qui a une température de fusion bien plus faible que l'or. Donc cette malléabilité et ce faible point de fusion ont fait du plomb vraiment une substance extrêmement utilisée par les sociétés qui nous ont précédés, au moins jusqu'à l'invention et l'utilisation généralisée des matières plastiques qui ont remplacé le plomb dans de nombreux usages, et notamment la vaisselle, les jouets pour enfants ou les canalisations. Mais le plomb n'est bien sûr pas seulement présent sous sa forme métallique, et quand on parle de plomb, on inclut aussi généralement les dérivés inorganiques, notamment le carbonate de plomb, la céruse, des composés bromés, l'acétate de plomb ou des oxydes de plomb comme la litharge, et aussi des composés et des dérivés organiques du plomb, donc avec des chaînes carbonées, comme notamment dans le cas du plomb tétraéthyle représenté ici. Alors, à travers l'histoire, ces trois familles de composés à base de plomb ont eu des usages extrêmement variés, au-delà de l'usage du plomb en tant que métal, notamment dans la vaisselle et des produits de consommation ou les jeux. L'acétate de plomb, on le retrouve notamment comme additif ou contaminant du vin,
mais aussi comme teinture pour les cheveux. Ça permet de masquer les cheveux gris. Ça vient juste d'être interdit aux États-Unis pour cet usage. Il a été utilisé comme cosmétique dans les canalisations, dans les caractères d'imprimerie, bien sûr dans les peintures, comme additif dans l'essence. Aussi, et c'est une invention française et ça constitue une des sources actuelles d'usage du plomb dans les batteries, ou bien comme émail sur les céramiques. Sous une forme arséniée, il a aussi été utilisé comme insecticide au début du XXe siècle, bien sûr dans les armes et comme semi-conducteur, et vous avez peut-être en mémoire les fameux postes à galène, la galène étant un dérivé soufré du plomb. Tout cela fait que globalement, nos sociétés, depuis des millénaires, n'ont pas cessé d'utiliser le plomb, avec un premier pic sous l'Empire romain, une diminution des usages au Moyen-Âge et une augmentation à nouveau à partir de la révolution industrielle. Et l'usage, en tout cas la production de plomb, ou son extraction de l'écorce terrestre, continue aujourd'hui à augmenter. Alors, ça c'est la production, l'usage. Comment est-ce que cet usage se traduit en termes d'exposition de la population, qui est une question essentielle, bien sûr, si on se préoccupe des effets sanitaires. Je voudrais commencer dans l'époque antique, et pour évoquer l'exposition au temps des Romains, qui était due notamment aux canalisations au plomb, dont Vitruve, l'urbaniste, l'architecte romain, avait alerté et décommandé l'usage en recommandant plutôt d'utiliser des canalisations en terre. Les Romains étaient aussi exposés du fait de la production d'or et d'argent, du fait de l'usage de la céruse, donc le carbonate de plomb, comme cosmétique, à un temps où la pâleur était un marqueur de classe sociale, et via l'acétate de plomb, qui est un édulcorant qui adoucit les boissons et notamment le vin. Et à une époque où l'extraction du sucre à partir de la betterave n'avait pas encore été inventée, il n'y avait pas beaucoup de façons de sucrer son alimentation. Il y avait le miel qui était relativement rare et cher, ou bien des sirops de raisin et des jus de raisin cuits notamment dans des récipients en plomb, qui libéraient cet acétate de plomb et qui, selon leur concentration, s'appelait au temps des Romains des frutum, ou la sapa, qui était plutôt des substances réservées aux classes sociales aisées qui pouvaient se le permettre et qui, ainsi, se contaminaient au plomb ou à l'acétate de plomb qui a un goût particulièrement doux. Alors je vais avancer à grands pas, passer tout de suite au Moyen-Âge et à une pathologie identifiée déjà au temps des Romains, qui est ce qu'on a pu appeler notamment la colique poitevine. Ça, c'est le nom que lui a donné Citois en France au XVIIe siècle, parce que du fait d'épidémies qui survenaient dans le Poitou. Paul d'Égine, déjà au 7e siècle, en avait parlé, et elle a beaucoup d'autres noms, par exemple la colique du Devonshire, ou la colique bilieuse, ou la colique paralytique, la colique saturnine, en allemand Grimmen. Tout cela désigne des contractions et des crampes violentes dans les intestins qui s'accompagnent d'une paralysie ou de difficulté à utiliser les membres, des mains et des doigts qui pouvaient pendre ici, comme ça, vous le voyez ici sur cette photo du 19e siècle, et qui ne pouvaient plus être contrôlés. Et pendant très longtemps, on s'est posé les questions de l'origine de cette maladie qui survenait plutôt par grappe, par cluster, comme on dirait aujourd'hui, de façon épidémique. Et la connexion avec le plomb a été faite par un médecin d'Ulm, le docteur Gockel, à la fin du XVIIe siècle. Ulm, c'était, et ça reste un endroit important du commerce des vins, notamment de la vallée du Neckar. Et il y a eu notamment un certain nombre d'épidémies vers la période 1694-1696. Et c'est à ce moment-là que le docteur Gockel a pu identifier et tester la présence de plomb dans le vin et faire cette connexion
entre l'exposition au plomb et ces coliques poitevines. En fait, en cette fin du XVIIe siècle, il y avait une période extrêmement froide qui a entraîné des mauvaises récoltes qu'on peut voir se refléter sur le prix du vin. Donc ça veut dire probablement un vin qui n'est pas complètement arrivé à maturation, qui n'est pas très sucré, qui va être assez acide, et donc une tendance des viticulteurs à essayer de le corriger avec cet acétate de plomb, qui a la réputation de transformer toute piquette en un vin extrêmement doux et agréable à consommer. Donc, voilà, on a ici une illustration intéressante d'un phénomène climatique qui entraîne des mauvaises récoltes, un vin acide et du coup une exposition accrue à un contaminant environnemental, le plomb, avec pour effet sanitaire ces épidémies de coliques poitevines. Dans la région du Württemberg, la pratique a cessé, mais le problème ne s'est pas arrêté du jour au lendemain et on a continué à trouver pendant longtemps du vin dans les boissons alcoolisées, tout en ayant d'autres situations d'exposition au plomb, et notamment via la peinture. Alors le blanc de Céruse, on lui attribue une partie de l'éclat des tableaux des maîtres flamands, mais à partir de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, c'est devenu un réel problème de santé publique, avec l'exposition d'abord des travailleurs qui produisaient cette céruse, et dont je ne vais pas parler, ce sera abordé dans le séminaire qui suit, et c'est extrêmement bien détaillé dans le livre passionnant, très bien documenté de Judith Reinhorn, publié en 2019. Mais la problématique de l'exposition via l'alimentation et notamment l'alcool persistait jusqu'au XIXe siècle. Et vous avez souvent dans la littérature du XIXe siècle un aristocrate qui souffre de gouttes, ce problème qui est lié au dépôt de cristaux d'acide urique dans les articulations. Et ce taux élevé d'acide urique dans le sang qui est lié à un problème rénal, le rein étant une cible du plomb, sur laquelle je n'aurai pas le temps de revenir. Et vous avez ici ce patient à qui le médecin lui demande quel type d'eau il boit, et le patient lui explique qu'il n'a pas bu d'eau depuis 30 ans, sauf dans son thé. Et il est possible que ce soit lié à la consommation régulière de Porto, vin cuit, qui à l'époque était cuit dans des récipients en plomb, entraînant une exposition accrue à l'acétate de plomb. Alors, la donne concernant l'exposition de la population au plomb et les gradients sociaux d'exposition va profondément changer au XXe siècle du fait d'un événement technique, sociétal et sanitaire majeur, une sorte de fait total absolument fascinant qui a duré un siècle et dont on perçoit encore les conséquences aujourd'hui. Et ce fait total, c'est l'usage de plomb dans l'essence entre approximativement 1921 et 2021. Un siècle que je voudrais parcourir rapidement et dont on peut faire débuter l'histoire au début du XXe siècle avec l'expansion de l'usage de l'automobile. Et au début du XXe siècle, l'automobile, c'est probablement symbolisé par la Ford Model T qui domine le marché, dont le prix relativement modique avec la production à la chaîne a permis l'accession des classes moyennes à l'automobile. C'était un tiers des ventes d'automobiles dans les années 1920, et donc la concurrence cherche à réagir. Et parmi les différentes pistes, General Motors, une des compagnies concurrentes, explore celle qui consiste à améliorer la détonation des moteurs et à réduire le cliquetis, ou knocking en anglais, des moteurs, ce qui limitait leur efficacité, et donc ce qui passe par une amélioration de l'indice d'octane de l'essence. Il y a plusieurs substances qui sont testées, dont le benzène, dont l'éthanol. Et après plusieurs années de tests plus qu'encourageants avec l'essence additionnée d'éthanol, l'ingénieur de la General Motors qui travaille sur le sujet découvre un autre additif qui semble pouvoir réduire le cliquetis, qui est le plomb tétraéthyle, donc un composé organique. Et si on résume les avantages des deux substances qui pouvaient être considérées, principales qui pouvaient être considérées à l'époque, l'alcool et le plomb tétraéthyle, on a avec l'éthanol une substance à l'efficacité démontrée, claire,
extrêmement simple et peu cher à synthétiser, puisqu'on l'utilise depuis des millénaires, produite à partir de la biomasse, dont la combustion ne libère que H2O et CO2, aux effets sanitaires, en tout cas à court terme, limités, à part la problématique des gaz à effet de serre. L'éthanol peut d'ailleurs être utilisé en tant que carburant, et il est possible que ce soit un des arguments qui ait fait qu'il n'ait pas été utilisé, parce qu'il a été perçu comme une menace probablement par l'industrie pétrochimique. D'un autre côté, le plomb tétraéthyle est difficile et dangereux à synthétiser, avec des conséquences très graves pour les travailleurs. Il a tendance à encrasser les moteurs, et on connaissait bien ses effets sanitaires, puisque à cette époque exactement, l'Organisation internationale du travail, qui venait de naître, avait promulgué une interdiction du plomb sous une autre forme dans les peintures. Et le choix de la General Motors et de la société DuPont qui collabore avec elle se porte finalement sur le plomb tétraéthyle. Et je crois que le seul argument, en fait, l'argument principal qu'il a emporté sur l'éthanol est que, contrairement à l'éthanol, le plomb est brevetable, alors que l'éthanol, utilisé largement, ne l'est pas. Et avec une substance brevetable, il y a l'espoir réalisé de pouvoir gagner un petit pourcentage sur la vente de chaque litre d'essence aux États-Unis, voire à travers toute la planète. Et ce sera une manne absolument considérable pour la société Ethyl et derrière ses propriétaires au cours du XXe siècle, pendant de nombreuses décennies. Le directeur d'ailleurs de cette entreprise, Ethyl Corporation, qui a été mise sur pied pour développer l'essence au plomb et la commercialiser, présente cette invention comme un don de Dieu. En fait, s'il y a un dieu ici, il s'agit bien de Saturne, le symbole du plomb, qui est d'ailleurs censé avoir dévoré ses enfants, au moins les mâles. Alors, pour réussir à commercialiser et rendre acceptable par la société ce poison, à une période où ces effets étaient déjà connus, il faut des efforts absolument considérables que je ne vais pas avoir le temps de détailler et qui passent bien sûr par des campagnes de marketing. Ça passe par une dissimulation de la nature essentielle du contaminant. Vous voyez que son nom, éthyle, fait référence au petit groupement éthyle, CH3, un petit peu anodin, et masque la teneur en plomb. Juste après le début de la commercialisation, General Motors réussit à aligner 3 voitures sur les 3 premières places des 24 heures d'Indianapolis, qui contribuent à la publicité en faveur de cette essence. Et vous voyez que les arguments de vente incluaient cette diminution du cliquetis, mais aussi une diminution des coûts de réparation des automobiles, ce qui est totalement faux, puisque le plomb, en fait, a tendance à encrasser les moteurs. Et pour limiter cet encrassement des moteurs, il a fallu, en plus du plomb, ajouter une substance qui est le dibromure d'éthylène. Dibromure d'éthylène, qui va plus tard être utilisé comme pesticide et qui va se révéler cancérigène, qui peut aussi générer du bromure de méthane dans les gaz d'échappement, qui est une substance elle aussi toxique, qui détruit la couche d'ozone et qui est un puissant gaz à effet de serre. Donc vous voyez des conséquences sanitaires et environnementales majeures, non seulement du plomb, sur lesquels on viendra, mais aussi des additifs qui sont utilisés dans l'essence en même temps que lui. Et tout cela donc vient de cette invention d'un ingénieur, inventeur, qui s'appelle Thomas Migley, qui avait en 1920 découvert l'intérêt des carburants à l'éthanol, qui juste après va découvrir le plomb tétraéthyle et son efficacité pour réduire les cliquetis, qui était conscient des effets du plomb puisqu'il a dû faire une cure en Floride assez rapidement après avoir été intoxiqué dans son laboratoire par le plomb, qui, après d'ailleurs avoir travaillé sur le plomb, va être placé par General Motors dans leur division des produits réfrigérants, où il travaillera au développement du réfrigérateur et il contribuera à la synthèse du fréon, qui est le premier gaz de la famille des chlorofluorocarbones, les CFC. Les CFC dont Molina et Roland ont démontré
bien plus tard qu'ils détruisaient la couche d'ozone et qui ont depuis été interdits. Alors tout ça n'était pas connu à l'époque et les effets sanitaires du plomb ne l'étaient pas non plus. Vous voyez que dans les années 40, il a été élu président de l'American Chemical Society. Et il a connu un destin tragique en étant tué par une de ses propres inventions. L'historien de l'environnement John McNeill considère que Midgley, du fait de son invention du plomb tétraéthyle et du fréon, a probablement eu le plus d'impact sur l'atmosphère, plus que tout autre être vivant à la surface de la Terre de toute son histoire. Alors imposer une telle option de plomb tétraéthyle, c'est passer par la construction de l'oubli de ces effets sanitaires du plomb, de l'existence de substituts moins dangereux, et un exercice de manipulation de la vérité et de construction de l'ignorance, encore assez peu étudié par les experts en agnotologie, même s'il y a quelques livres très intéressants. Ça a été possible que dans un contexte de faiblesse du système de santé publique américain et des autres pays industrialisés. Et à cette époque, en fait, l'essentiel des connaissances sur le plomb était généré par General Motors ou la compagnie Ethyl, qui avait recruté un toxicologue, le docteur Keoe, qui vraiment dominait la production de connaissances sur le sujet. Alors il y a bien quelques scientifiques qui s'opposent ou qui avertissent de l'usage du plomb, par exemple le professeur Anderson de l'université d'Yale, et qui était conscient du fait qu'il est probable que l'exposition au plomb va risquer d'augmenter graduellement, à tel point que la contamination allait devenir généralisée, mais de façon totalement insidieuse et invisible par la société et les décideurs publics, au point de devenir universel en usage et généralisé. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et ça illustre, pour lui, c'était le principal problème de santé publique dans la société américaine de cette époque, au milieu du XXe siècle. Et ça illustre très bien la problématique de ces poisons dans des situations où ils sont à des doses relativement faibles, ce qui ne veut absolument pas dire qu'elles sont sans effet sur la santé, mais qui n'ont pas d'effet visible à court terme et dont les effets se manifestent plutôt à long terme et de façon non systématique. Ce qui, en l'absence de travaux scientifiques rigoureux, rend leur identification extrêmement difficile. Et un des enjeux de la recherche en santé environnementale est de rendre palpables certaines de ces catastrophes qui, sans la science, resteraient invisibles. Cette mise en visibilité de la problématique de la contamination générale par le plomb est arrivée assez tardivement, et la démonstration de l'argument avancé par le Dr Keoe et l'Ethyl Corporation que, en fait, s'il y avait une contamination générale des organismes en Amérique et ailleurs au XXe siècle, c'était un phénomène naturel et qui était présent de tout temps. En fait, la réfutation de cet argument est venue qu'assez tard, à la fin du XXe siècle, grâce, de façon incidente, en fait, on pourrait dire par sérendipité, un travail qui vient d'un autre champ, ce qui n'est pas étonnant parce que le champ de la recherche sur le plomb était complètement contrôlé par l'Ethyl Corporation. Et c'est venu d'un physicien qui s'intéressait à une question apparemment sans lien, qui est celle de l'âge de la Terre. Et ce scientifique, Claire Patterson, avait développé une méthode de datation qui s'appuyait sur le ratio entre uranium et plomb. Et il était limité dans ses travaux par une contamination de ses appareils par le plomb, ce qui l'a amené à développer des outils pour quantifier cette contamination au plomb. Et en allant chercher des momies et des ossements au Pérou, remontant à 1400 avant notre ère, à une époque où, bien sûr, l'usage du plomb était beaucoup plus limité dans une société qui n'avait pas d'utilisation du plomb, notamment dans les céramiques. Il a pu démontrer que par rapport aux Américains de la deuxième moitié du XXe siècle, les taux de contamination avant l'ère industrielle étaient 30 fois moins importants, ce qui est une démonstration très claire que cette contamination généralisée du XXe siècle était un phénomène nouveau. Alors cette découverte, elle n'a pas forcément eu des conséquences immédiates sur l'usage du plomb, elle a eu des conséquences sur la carrière de Patterson, parce qu'en fait c'était General Motors qui le finançait et elle a cessé de le faire, après lui avoir proposé de se tourner vers d'autres sujets de recherche plus porteurs. Et il a fallu d'autres travaux pour continuer à rendre visibles ces effets de la contamination au plomb.
Contamination qui donc, pour résumer, au XXe siècle, passait par l'usage des peintures qui étaient toujours présentes, par cette essence au plomb et aussi par les batteries au plomb. Donc si on résume un petit peu comment cette exposition au plomb a évolué au cours de l'histoire, de manière très schématique, on peut dire qu'en négligeant la problématique fondamentale des expositions professionnelles, que cette exposition au plomb, qui était plutôt une problématique des classes aisées chez les Romains, ceux qui étaient capables de se nourrir en utilisant des frutum et sapa pour sucrer leur alimentation, est devenue au XXe siècle, du fait de l'essence au plomb, un problème qui touche toute la population de l'Amérique, mais aussi de toute la planète, parce que tous les pays se sont mis à l'essence au plomb. Et on est là face à un mouvement de diffusion d'une invention technique dans la société, comme on en constate beaucoup au XXe siècle. Voilà, la consommation de masse qui démocratise les nuisances environnementales en quelque sorte. Cette exposition a fini par décroître quand on a fini par interdire l'essence au plomb, et on a la chance d'avoir une documentation de cette décroissance aux États-Unis où on fait depuis longtemps des campagnes de biosurveillance. Et ces campagnes de biosurveillance, ici, chez les enfants de 1 à 5 ans, montrent, comme vous le voyez, une diminution spectaculaire à partir des années 80 du plomb dosé dans le sang des enfants. Alors ici, c'est les enfants blancs. Ce qui a en fait donné le coup de grâce à l'usage du plomb, c'est en fait un autre phénomène qui lui était visible, qui sont les épisodes de smog qui sévissaient dans la baie notamment de Los Angeles et qui ont, et dans d'autres villes américaines, et qui ont poussé l'industrie automobile à réagir et à limiter les épisodes de smog. Et la solution apportée par l'industrie est une solution technique qui est celle du développement des pots catalytiques qui permettent de limiter la pollution émise sans forcément limiter les kilomètres parcourus et l'usage de l'essence. Et le plomb encrassait très rapidement ces pots catalytiques, ce qui a finalement imposé aux constructeurs d'abandonner l'essence au plomb et de se tourner vers les autres additifs bien connus depuis longtemps, et notamment benzène et éthanol, et qui étaient connus depuis une cinquantaine d'années. Et donc, c'est l'industrie automobile et General Motors, et donc ironiquement, General Motors qui avait entraîné la création de l'Ethyl Corporation, qui l'a, 50 ans plus tard, condamné. Et on retrouve à nouveau cette figure saturnienne de Saturne qui dévore son enfant. Alors, vous voyez que cette interdiction de l'essence au plomb a eu cet effet spectaculaire qui se constate, qui est présent dans l'ensemble des catégories sociales. La couleur de peau aux États-Unis, c'est un marqueur social, comme vous le savez. Dans les années 70, on a un gradient social d'exposition très fort, avec la population mexicaine-américaine qui est plus exposée que la population blanche, et la population noire encore plus exposée, environ 45% plus que les blancs. Et vous voyez que cette interdiction du plomb va, alors, tout en maintenant un certain gradient, si on le mesure sur une échelle multiplicative, hein, il y a toujours un écart de 37% quand on est dans la période quasi contemporaine, vers 2015, mais sur une échelle additive, on a une diminution spectaculaire de l'exposition dans toutes les catégories sociales, et sur l'échelle additive, la diminution est plus importante même chez les enfants noirs, puisqu'on passe de 20 à 1, donc une diminution de 19, contre une diminution d'environ 13 chez les blancs. Et donc c'est l'exemple d'une mesure de santé publique qui va bénéficier à travers toutes les catégories sociales et qui est typique de mesures d'intervention qu'on peut appeler de prévention primordiale, c'est-à-dire de celles qui s'appliquent sur l'environnement en général, sans passer par des modifications des comportements individuels qui parfois peuvent perturber ou créer un gradient d'efficacité des mesures à travers les catégories sociales si on a des comportements variables entre les catégories sociales. Donc, amélioration de la santé, réduction des inégalités sociales d'exposition, voilà, une grande mesure bénéfique pour la santé publique, ce qui ne veut pas dire que la problématique du plomb a disparu. Elle a continué à migrer et, en quelque sorte, aujourd'hui,
du fait de l'interdiction de l'essence au plomb, les situations d'exposition principales dans nos pays correspondent à l'habitat insalubre, où on va avoir des peintures très anciennes et donc plus susceptibles de contenir du plomb. Et on a donc ce phénomène d'inversion du gradient social d'exposition à travers l'histoire, avec le plomb qui passe d'une problématique des classes aisées à une problématique qui concerne l'ensemble de la population, et puis ensuite uniquement les catégories les moins favorisées dans la société. Donc un voyage d'un contaminant à travers les siècles et les classes de la société. Ça, c'est ce qui se passe à l'échelle d'un pays. Et en fait, entre les pays, la situation est similaire, puisque les premiers pays à avoir interdit l'essence au plomb sont les pays riches. D'abord l'Amérique, ensuite certains pays d'Europe, notamment l'Allemagne. Et vous voyez qu'au début des années 2000, la plupart des pays où l'essence au plomb était encore autorisée étaient des pays, généralement des pays du Sud, qui n'étaient pas riches. Ça, c'est la situation en 2010. Et en 2021, officiellement, il n'y a plus d'usage de l'essence au plomb, même s'il est possible qu'il y ait toujours de l'essence au plomb qui soit écoulée dans certaines zones du monde. Donc, on a là ici quelque chose d'essentiel sur l'exposition aux facteurs environnementaux, à savoir qu'elles dépendent généralement de trois dimensions, qui sont le temps, les comportements, les activités et l'espace. Deux de ces facteurs, les comportements et l'espace, sont très fortement liés aux caractéristiques sociodémographiques. Je ne vais pas vivre au même endroit selon mon niveau de vie. Tout ceci étant aussi structuré et influencé par une dimension sociale et historique. Alors je passerai maintenant des effets, enfin, de la question des expositions à celle des effets sanitaires du plomb. Pour réfléchir à ces effets, il est important de connaître la toxicocinétique de la substance. Cette toxicocinétique, elle est représentée en résumant ce qu'on sait de l'absorption et puis du métabolisme de la substance. Le plomb, selon sa source, va pénétrer dans l'organisme par les poumons ou par notre intestin. L'exposition qui passe par voie aérienne va entraîner une exposition et une diffusion dans le sang. Dans le sang où le plomb a une demi-vie qui est de l'ordre d'un mois, et le sang va distribuer le contaminant dans l'organisme, notamment dans les os et les os corticaux qui sont un des réservoirs du plomb, où la substance a une demi-vie beaucoup plus longue, de l'ordre d'une trentaine d'années. Et il y a toute une problématique spécifique liée à ce stockage du plomb dans les os, qui fait que les gens continuent à être exposés, même si leur exposition environnementale a cessé, avec des fois des relargages, notamment pendant la grossesse, qui peut être problématique pour le fœtus. D'autres systèmes sont concernés, notamment le système nerveux, et j'y viens tout de suite, notamment le placenta et le cerveau du fœtus, notamment les reins, qui sont un des lieux d'excrétion du plomb, d'autres organes, et au niveau du foie, dans le cas d'une exposition intestinale, il va y avoir un métabolisme du plomb, et notamment du plomb organique, en un plomb inorganique, et ce qui vous justifie pourquoi je ne distingue pas la problématique des effets du plomb inorganique et du plomb organique. Dans l'organisme, il y a une transformation du plomb organique partielle en plomb inorganique, et on va retrouver, du fait de l'exposition au plomb tétraéthyle, le plomb sous différentes formes. Ces effets, voilà, donc là on a un résumé très rapide de ce qu'on appelle en toxicologie le modèle ADME, absorption, distribution, métabolisme et excrétion de la substance, qui est essentiel pour réfléchir aux effets sanitaires, et qui est un gros travail à construire pour chaque substance. À travers l'histoire, les effets du plomb ont été identifiés, sinon démontrés, assez précocement, notamment les effets gastro-intestinaux avec les coliques que j'ai déjà évoqués, que ce soit par Pline l'Ancien, Galien ou Citois, notamment par aussi Bernardo Ramazzini, l'ancêtre et le père de la médecine du travail et de l'épidémiologie d'exposition professionnelle.
Et puis des effets sur le système nerveux qui étaient aussi décrits dès Paul Dégine au 7e siècle. Maintenant, pour confirmer avec des approches modernes ces connaissances anciennes, il faut, chez l'humain, réussir à comparer des pollutions dont les niveaux d'exposition sont contrastés. Les contrastes d'exposition, comme on vient de l'évoquer, ils peuvent être liés au temps, à l'espace, ou au comportement, ou aux catégories sociales. Et une première source de contraste intéressante, c'est le temps. Et je vais prendre ici l'exemple d'une étude écologique temporelle qui s'appuie sur le déploiement à partir des années 20, puis la restriction de l'usage de l'essence au plomb aux États-Unis, qui fournit une première source de contraste, avec ici en noir les variations de ces niveaux environnementaux du plomb à travers la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, l'auteur de ce travail, Nevin, a superposé ces niveaux moyens d'exposition au plomb avec une courbe en rouge ici qui donne la fréquence des retards mentaux à l'âge de 12 ans dans les tests qui sont faits aux États-Unis chez les enfants scolarisés pour identifier ceux qui nécessitent une scolarisation particulière. Et la courbe rouge est représentée avec un décalage de 12 ans, c'est-à-dire que le taux de plomb correspond au taux de plomb 12 ans avant l'année de l'examen qui identifie les retards mentaux et qui correspond donc à la période où l'enfant venait de naître ou était dans le ventre de sa mère. Et vous voyez donc qu'il y a un parallèle entre les évolutions de ces problèmes cognitifs avec les niveaux de plomb 12 ans auparavant. Alors là, on est dans une approche qui est celle des études écologiques qui sont considérées comme étant les études qui apportent le niveau de preuve le plus faible en santé environnementale et qui ont énormément de limitations et qui sont liées au fait que les données sur l'exposition et la maladie sont recueillies de façon agrégée à l'échelle de la population. Vous voyez, c'est le niveau moyen de plomb. Il n'y a pas de dosage chez chacun de ces enfants qui permettrait de savoir si ces enfants qui ont des problèmes cognitifs sont aussi ceux qui ont les niveaux d'exposition au plomb les plus élevés. Et il y a énormément de biais qui peuvent survenir dans ces études. D'abord, quand on a une tendance temporelle avec une courbe, on peut, en général, si on fouille sur l'ensemble des données disponibles, trouver une autre courbe qui va suivre la même tendance au cours du temps. Alors là, ce n'est pas forcément un problème parce que cette étude elle a été faite avec une hypothèse a priori et pas en allant à la pêche à des associations statistiques, puisqu'il y avait déjà des hypothèses sur les effets cognitifs de l'exposition au plomb. Donc il n'y a pas de problème de comparaison multiple caché, mais il y a d'autres problèmes bien réels qui sont liés au fait que ces études de série temporelle, en agrégeant les données sur la santé et l'exposition, ne permettent pas de corriger efficacement les biais de confusion, puisque pour corriger efficacement un biais de confusion, il faut avoir des données individuelles qui nous permettent de savoir si les gens les plus exposés aux facteurs d'intérêt sont aussi ceux qui sont ou pas exposés aux facteurs de confusion et sont aussi ceux qui sont ou pas malades, ce que des données agrégées à l'échelle populationnelle ne permettent pas de faire. Donc on n'a pas ici un niveau de preuve fort et on est bien conscient de ce problème. Ça s'appelle en épidémiologie la fallacie écologique. C'est bien documenté et c'est ce qui fait que donc, ces études écologiques spatiales, c'est-à-dire dans lesquelles on va comparer différents pays ou différentes villes, sans prendre compte d'autres facteurs, ou bien ces études écologiques temporelles à long terme en tout cas, sont extrêmement limitées. Ce n'est pas forcément le cas des études écologiques temporelles sur le court terme, des séries temporelles à l'échelle du jour, sur lesquelles je reviendrai dans un autre cours. Une illustration de ces problèmes vous est donnée ici dans cette étude sur un sujet complètement différent, à savoir les effets du radon sur le cancer du poumon. Et dans une même population, les auteurs de ce travail ont comparé la relation dose-réponse entre le niveau de radon au domicile et l'excès de risque de cancer du poumon, selon que les données d'exposition au radon étaient individuelles. Et vous voyez qu'à partir de ces données individuelles, et quand on ajuste sur des facteurs de confusion pertinents comme le tabac ou les expositions professionnelles, on a une relation dose-réponse qui correspond à ce qu'on attend, à savoir une augmentation du risque de cancer du poumon avec l'exposition au radon qui, en se déposant dans les poumons, donne des gaz radioactifs, donne des métaux radioactifs comme le polonium qui vont
avoir des effets donc, sur le risque de cancer du poumon. Et si jamais à partir des mêmes données, on agrège les expositions au niveau d'un groupe, c'est-à-dire si on remplace les données individuelles pour chaque habitant par la moyenne des expositions observées dans cette ville, et qu'on utilise le même modèle de régression, eh bien, il n'y a plus de relation dose-réponse du tout, il n'y a plus d'association qui est mise en évidence, ou une très forte atténuation de cette relation dose-réponse, ce qui illustre les biais de cette approche dans laquelle l'exposition est agrégée. Ce qui nous emmène aussi vers les enjeux de mesure des expositions, et on peut se représenter les différentes options qui se posent aux épidémiologistes qui s'intéressent aux effets des substances en suivant le cheminement du contaminant depuis sa source jusqu'à l'organisme. Les expositions et les approches qui sont utilisées en général en épidémiologie peuvent se situer à tous les niveaux. On peut s'appuyer sur des données sur la source, par exemple la localisation des usines ou la présence de routes, si on s'intéresse aux effets de l'essence au plomb à une époque où il y a donc de l'essence au plomb. On peut s'appuyer sur des cadastres d'émissions qui sont des approches un petit peu plus élaborées dans lesquelles on combine la présence des sources avec les émissions sur ces sources, et notamment par exemple les émissions de particules fines ou les émissions de pesticides sur différentes parcelles. Donc ça, c'est des approches qui sont communément utilisées, même si on est assez loin de l'exposition personnelle, mais c'en est un proxy, un marqueur indirect. On peut s'appuyer sur des mesures dans l'environnement avec des outils dosimétriques ou des modèles et des campagnes de mesurement, et notamment des campagnes de mesure, pardon, et notamment les modèles de dispersion qui ont été utilisés pour les substances radioactives et beaucoup pour les polluants atmosphériques. On peut s'appuyer sur des dosimètres individuels, sur des questionnaires individuels qu'en général on va combiner aux modèles ou mesures environnementales que je viens d'évoquer. Par exemple, typiquement, s'il s'agit d'un contaminant de l'alimentation, on va croiser un questionnaire sur les fréquences alimentaires, la nature et la quantité des aliments ingérés, avec ce qu'on sait via des campagnes de biosurveillance de la contamination des aliments en différentes substances, ou bien en milieu professionnel, des matrices emploi-exposition. Et puis, on peut aussi s'appuyer sur des biomarqueurs d'exposition, donc des prélèvements biologiques couplés à des outils biochimiques de spectrométrie de masse, de chromatographie gazeuse, liquide, qui nous permettent d'avoir une quantification dans l'organisme, et on peut avoir une estimation encore plus précise qui va éventuellement jusqu'à la dose à l'organe en combinant ces niveaux avec des modèles TDTK pour modèles toxicodynamiques, toxicocinétiques, qui permettent de représenter la répartition et la distribution de la substance dans l'organisme. Donc voilà, ça c'était un petit aparté méthodologique sur la mesure des expositions en épidémiologie environnementale, très rapide, et en fait, beaucoup de ces outils ont pu être utilisés dans les études humaines sur le plomb, que ce soit des connaissances générales sur la production ou l'usage du plomb à un certain moment, que ce soit les niveaux atmosphériques de plomb à l'échelle de la ville ou du pays, que ce soit des mesures personnelles à partir de données professionnelles ou de questionnaires, que ce soit des dosages dans le sang, dans les dents, ou bien dans les os, avec une technique non invasive particulièrement intéressante qui est la fluorescence par rayon X, qui va entraîner, en présence de plomb, l'émission d'une onde avec une fréquence bien spécifique qui est une signature du plomb, dont on a ainsi une mesure quantitative. Et ça, c'est particulièrement pertinent puisque, comme vous vous rappelez, la demi-vie du plomb dans l'os est extrêmement longue selon l'os concerné, ce qui va nous permettre d'avoir une mesure, en une seule mesure, une estimation de l'exposition cumulée sur une très grande période. Alors, pour aller au-delà de l'étude écologique de Nevin que j'ai présentée tout à l'heure, on peut s'appuyer sur ces différentes options afin de disposer d'une mesure personnelle. Et un des travaux très bien réalisés et publié dès les années 1970 est celui de l'équipe de Herbert Needleman à Harvard, étude qu'il a réalisée dans les années 70 en recrutant des enfants de 7 ans dans des écoles des quartiers de Chelsea et Somerville. Alors on est dans la banlieue de Boston, on est plutôt dans des quartiers très favorisés, ce qui était un choix délibéré de cette équipe qui savait bien la problématique des inégalités sociales d'exposition et qui voulait éviter des biais de confusion liés
aux catégories sociales, au niveau d'éducation des parents, qui peut avoir une influence sur la cognition de leurs enfants. Et donc, ils sont préférés aller dans un groupe assez homogène socialement, une population blanche, favorisée socialement, chez qui il y a eu un recueil des dents de lait. Vous voyez, l'âge a été choisi à une période où on va pouvoir recueillir les dents de lait qui tombent chez l'enfant, avec un dosage du plomb dans l'émail, chez plus de 2000 enfants, et puis un questionnaire à l'enseignant, l'enseignant qui n'était pas au courant des résultats du dosage de plomb dans les dents. Et puis pour certains enfants aussi, des examens neurologiques spécifiques, en sélectionnant un groupe de 160 enfants aux deux extrêmes des niveaux d'exposition au plomb, soit très exposés, soit très peu exposés. Les résultats du croisement entre les données d'exposition avec les réponses du questionnaire du professeur ont été que, à mesure que les niveaux d'exposition au plomb augmentaient, ce qui est représenté par ces valeurs ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a des doses croissantes de plomb dans les dents, on avait des enfants qui étaient décrits comme étant plus souvent distraits, dépendants ou mal organisés, voire hyperactifs ou impulsifs ou rêveurs, à savoir si c'est un défaut ou une qualité, par leur professeur. Et dans l'examen neurologique spécifique fait par les enquêteurs, on observait un quotient intellectuel plus bas chez ces enfants les plus exposés, et plus spécifiquement un quotient intellectuel dans sa dimension verbale plus bas et un vocabulaire, le nombre de mots compris par l'enfant ou utilisés, plus faible que chez les enfants moins exposés au plomb. D'autres tests mesuraient l'habilité à répondre, à répéter une phrase ou à rester concentré, et tous ces paramètres étaient aussi diminués. Alors diminués après ajustement sur des facteurs de confusion potentielle qui étaient le niveau d'éducation des parents, leur âge, le quotient intellectuel des parents ou le nombre d'enfants dans le foyer, qui est une mesure de la stimulation de ces enfants. Donc là, on a un niveau de preuve beaucoup plus fort, puisque, contrairement à l'étude écologique précédente, les biais de confusion potentielle, identifiés a priori, sont pris en compte dans cette étude. Plusieurs années plus tard, ces enfants ont été suivis. L'équipe a recontacté la cohorte à l'âge adulte, et ils ont observé, et ça a été décrit dans cette publication du New England Journal of Medicine de 1990, que ces enfants les plus exposés au plomb avaient un niveau d'études, quittaient l'école avec un niveau scolaire plus faible, plutôt que les autres enfants moins exposés, avaient un vocabulaire plus limité, étaient plus souvent absents à l'école et avaient un temps de réaction accru par rapport à ceux moins exposés au plomb. Donc un effet, on peut dire, persistant de l'exposition, en tout cas des effets qui ne sont pas limités à l'enfance. Et toutes ces associations s'observaient à nouveau après ajustement sur des facteurs de confusion pertinents. Les épidémiologistes ont continué à creuser cette question dans les années 80 et 90, et notamment en quantifiant à plus grande échelle et sur un nombre d'enfants plus important le quotient intellectuel. Et les résultats sont résumés dans cette analyse poolée de 7 cohortes sur 1 millier d'enfants, qui est ajusté sur les mêmes facteurs essentiellement que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, et qui vous montre une diminution du quotient intellectuel des enfants avec les niveaux de plomb. Alors ça, c'est le niveau du plomb au moment de la mesure du QI, mais une association similaire était observée avec le plomb au début de la vie. Ici, chaque point, ça représente une des études, c'est le niveau moyen du QI et de l'exposition dans chacune des études, mais c'est vraiment une analyse poolée avec des données individuelles, et vous voyez que la diminution du quotient intellectuel correspond à une diminution d'environ 7 points de QI quand on passe d'une exposition relativement faible, qui est ici de l'ordre de 2 microgrammes de plomb par décilitre de sang, jusqu'à 30 microgrammes par décilitre de sang, ce qui correspond à une variation très importante du quotient intellectuel, avec un impact sur les capacités d'apprentissage, notamment des enfants. Une analyse similaire sur les mêmes données permet de se rendre compte que
quand on essaye de savoir si l'effet du plomb est variable dans différentes doses, qu'il n'y a pas du tout d'atténuation de la pente de ces effets du plomb. Au contraire, on a plutôt des éléments qui sont en faveur d'une augmentation de la pente, de la décroissance du QI avec les niveaux de plomb, quand on arrive dans des niveaux d'exposition relativement faibles, c'est-à-dire dans les niveaux d'exposition 0,10. Et j'y reviendrai, mais l'exposition française, l'exposition des enfants français au plomb est très fréquemment dans cette gamme et plutôt plus proche de 10 que de 0 à l'heure actuelle, ce qui illustre que la problématique des effets sanitaires du plomb est loin d'être derrière nous. Donc ces travaux sont ajustés sur les facteurs de confusion que j'ai évoqués et prennent bien en compte la problématique des biais de confusion potentiels, par exemple par le niveau socio-économique. Je voudrais ici citer une autre étude qui aborde cette question des facteurs socio-économiques sous un autre angle, avec un suivi à long terme d'une population chez qui on a dosé les niveaux de plomb et mesuré le quotient intellectuel à l'âge adulte, qui était diminué chez les enfants les plus exposés dans l'enfance au plomb. Et par la suite, ces niveaux de plomb étaient aussi associés à un statut économique atteint à l'âge adulte par ces enfants, plus faible dans le cas d'une exposition au plomb. Ce qui illustre en fait une diminution de l'ascension, du potentiel d'ascension sociale induite par l'exposition au plomb, et donc illustre que cette substance a des effets non seulement sanitaires, mais sociétal, qui, via un effet sanitaire, diminue les perspectives de réussite sociale des enfants exposés. Alors, est-ce qu'on peut continuer à accroître le niveau de preuve concernant ces effets sanitaires du plomb sur la cognition et être sûr qu'on élimine bien tout biais de confusion qui, rigoureusement, peuvent exister dans un contexte observationnel? Une façon de limiter ces biais, c'est de se mettre dans une situation expérimentale où on va être sûr qu'en espérance, le groupe exposé qui a été tiré au sort est identique du point de vue de tous les facteurs au groupe non exposé. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire dans un contexte expérimental, notamment chez l'animal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer la cognition chez l'animal? Il y a des modèles qui ont été développés pour avoir une estimation des capacités d'apprentissage. L'un d'entre eux, c'est ce labyrinthe aquatique de Maurice, qui consiste à mettre un rongeur dans une eau colorée, dans un récipient où il va y avoir une plateforme, mais qui est invisible du fait de la couleur de l'eau. Et l'animal va nager et va finir, au bout d'un certain temps, par atteindre, vous le voyez ici, par atteindre cette plateforme. Et bien sûr, au bout d'un certain temps, on va sauver l'animal s'il n'arrive pas à atteindre la plateforme. Si on répète avec le même animal l'expérience, eh bien, il va y avoir une diminution du délai pour arriver à la plateforme, c'est-à-dire l'apprentissage par cet animal du chemin et de la localisation de cette plateforme. Quand on expose ces rongeurs à des doses variables de plomb et à des périodes différentes, on va constater dans le groupe non exposé qui est tout à fait à gauche, le groupe témoin, une diminution du temps pour s'échapper et atteindre la plateforme, qui est à mesure que le nombre de tentatives augmente. Ça, c'est la session d'apprentissage, et c'est ce qu'on voit ici dans la partie gauche de l'histogramme. Dans le groupe d'animaux qui ont été exposés, notamment dans la période intra-utérine ou avant le sevrage, au plomb, eh bien, on se rend compte que cette diminution du temps pour atteindre la plateforme est moins rapide, ce qui peut être interprété comme un apprentissage qui est plus difficile pour ces animaux exposés au plomb, notamment dans la période intra-utérine ou avant le sevrage, alors qu'il n'y a pas forcément d'effet sur l'apprentissage dans le groupe qui est exposé après le sevrage. Donc on retrouve un effet expérimentalement du plomb sur les capacités d'apprentissage dans ce modèle animal. Est-ce qu'on peut continuer à essayer d'aller à une échelle plus fondamentale pour comprendre ce qui se passe et ce qui est en jeu ici au niveau biologique?
ça peut se faire en s'appuyant sur les connaissances qu'on a de ces mécanismes de l'apprentissage et des systèmes biologiques qui sont impliqués. C'est résumé dans ce qu'on appelle un AOP, un Adverse Outcome Pathway, ici, qui est un des mécanismes par lesquels on va avoir une altération des capacités de mémoire et d'apprentissage en inhibant un récepteur qui est le récepteur NMDA, qui est le récepteur de la N-méthyl-D-aspartate, qui va pouvoir être inhibé par le plomb, ce qui va avoir des effets sur les niveaux de calcium intracellulaire, sur les niveaux de certains facteurs neurotrophiques impliqués dans la genèse des synapses et dans le fonctionnement neuronal, et ce qui va au final entraîner une altération de ces processus de mémoire. Donc, un des mécanismes probables qui explique cet effet du plomb sur l'apprentissage, c'est cet effet antagoniste sur le récepteur NMDA. Ce n'est pas la seule voie par laquelle le plomb va altérer notre système nerveux central et la fonction cognitive. Le plomb peut aussi affecter la calmoduline, sa conformation, et elle a aussi un rôle dans la plasticité neuronale. Il va pouvoir interagir avec la protéine kinase C, ce qui va altérer la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, ce qui explique le passage facile du plomb dans le cerveau, y compris dans le cerveau du fœtus, mais ce qui va aussi, en altérant la perméabilité de cette barrière, augmenter notre exposition et notre sensibilité à d'autres substances neurotoxiques qui, en l'absence de plomb, n'auraient peut-être pas réussi à franchir aussi efficacement la barrière hémato-encéphalique. Et donc là, on peut s'attendre à une diversité d'effets qui vont dépendre de ces substances neurotoxiques qui co-occurrent avec le plomb. Et puis, le plomb peut aussi interagir avec les mitochondries qui ont un rôle dans le métabolisme énergétique, la neurogénèse et l'apoptose, ainsi qu'avec les astrocytes. Donc, on a un tableau, je ne dis pas qu'il est final et exhaustif, mais vaste, des effets du plomb à l'échelle des systèmes et des cellules de notre organisme qui sont issus des connaissances en biologie moléculaire, en toxicologie in vitro. Est-ce qu'on peut... voilà, alors, le rôle la perturbation de cet axe impliquant le calcium est lié au fait que ce calcium est ce qu'on appelle un messager cellulaire secondaire qui a un rôle en se liant à des récepteurs calcium qui vont influencer la concentration locale de récepteurs au niveau des neurones. Et donc la présence de calcium module la présence de ces récepteurs sensibles aux neurotransmetteurs. Et en présence de plomb, eh bien, les récepteurs à calcium sont inhibés, ce qui fait que la signalisation par le calcium est bloquée, perturbée, et que cette plasticité neuronale n'est plus là, et qu'il y a une signalisation inappropriée qui perturbe ces phénomènes de neurotransmission. Donc on a là un premier exemple d'une substance qui va être le plomb, qui va être capable de perturber un messager intercellulaire, ici un second messager, qui est le calcium. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'explication des effets du plomb sur la santé ? Alors, expliquer en biologie, c'est en général descendre à une échelle plus fine. Ici, on est déjà à l'échelle des organes, des cellules. L'échelle plus fine, c'est l'échelle des atomes. Et à l'échelle atomique, ce qui explique cette aptitude du plomb à perturber tous les phénomènes qui impliquent le calcium, c'est la taille similaire du plomb sous sa forme ionique Pb2+, et de l'ion calcium. Sauf que, et donc là, ce qui va faire que le plomb Pb2+, va être capable de se substituer à Ca2+. Sauf que là où Ca2+, qui est une molécule absolument pas réactive, puisque saturée au niveau de sa couche électronique externe, eh bien, le plomb va avoir une aptitude à réagir qui est liée au fait que les orbitales internes plus profondes du plomb
à la différence de celle du calcium, sont capables de créer des liaisons covalentes. Et donc, là où le calcium ne faisait que passer et interagir brièvement avec une protéine, par exemple un récepteur nucléaire, un récepteur cellulaire, eh bien, le plomb va être capable, du fait de cette couche interne et de ses orbitales électroniques internes, de créer des liaisons covalentes, des liaisons fortes, et donc de se lier avec ces récepteurs nucléaires, là où le calcium ne faisait que passer. Donc ça explique à ce niveau moléculaire cette perturbation des voies liées au calcium par le plomb. Donc on a là, comme vous le voyez, une explication à différentes échelles des effets du plomb sur la cognition. À l'échelle moléculaire, elle est liée à la similitude des ions Pb2+ et des ions Ca2+, Ca2+ qui est essentiel dans la communication neuronale, que Pb2+ est capable de perturber. On retrouve à une autre échelle un apprentissage altéré chez les animaux de laboratoire exposés au plomb et un quotient intellectuel altéré chez les humains dans le cadre d'une exposition au plomb. Et à l'échelle du XXe siècle, l'usage du plomb est corrélé avec la fréquence des retards mentaux. Donc on a une certaine cohérence à différentes échelles concernant les effets du plomb, échelles qui vont de la population à Lyon, des échelles d'un pays, des milliers de kilomètres, jusqu'à l'angstrom. C'est une situation qui est relativement rare en santé environnementale, c'est-à-dire que pour beaucoup de contaminants, on a des connaissances qui sont beaucoup plus parcellaires et qui sont limitées à une de ces échelles. Mais on a là quand même, avec le plomb, un modèle et une théorie de santé environnementale cohérente à ces différentes échelles et absolument convaincante. Alors, je vais passer rapidement sur d'autres effets sanitaires du plomb en évoquant les effets sur l'hypertension artérielle. Alors, je reprends ce schéma ADME, et donc on a abordé la question des effets sur le système nerveux, mais du fait de sa circulation sanguine, le plomb va être capable d'atteindre différents organes, et notamment, en particulier, tout notre système vasculaire. Or, l'ion calcium est aussi impliqué dans des phénomènes très importants au niveau endothélial, et notamment dans les phénomènes de contraction des muscles vasculaires lisses, pour lesquels il existe aussi des récepteurs calcium impliqués dans cette contractilité de notre paroi endothéliale. Donc à nouveau, peut-être par ce mécanisme de perturbation des phénomènes et son habilité à se lier aux récepteurs au calcium, le plomb va être capable de perturber cette signalisation calcium des muscles vasculaires lisses et potentiellement d'induire des phénomènes, notamment d'hypertension. Il est possible que ça passe aussi par des mécanismes de stress oxydatif qui vont entraîner l'activation de certaines voies inflammatoires comme NF-κB, qui là encore peuvent contribuer, en tout cas à l'athérosclérose, peut-être aussi à l'hypertension. Il se peut aussi que ce stress oxydatif diminue les niveaux disponibles de NO qui est impliqué dans la vasoconstriction. Donc là, je suis parti, comme vous le voyez, de l'échelle moléculaire et des phénomènes cellulaires pour discuter les effets sur l'hypertension du plomb. Qu'est-ce qu'il en est à l'échelle des organismes vivants ? Bien, si je fais le cheminement inverse de celui que j'ai fait tout à l'heure pour la cognition et que j'aborde maintenant l'expérimentation in vivo, quand on expose des animaux de laboratoire au plomb, on observe une augmentation de la pression artérielle, ici de la pression systolique, chez les animaux exposés. Chez l'humain, il y a un grand nombre d'études qui ont été réalisées. Elles ne sont pas toutes en faveur d'une altération et d'une augmentation de la pression artérielle. Vous voyez, 0, ça correspond à une absence d'association entre l'exposition au plomb et la pression artérielle. Maintenant, toutes ces études ont des effectifs variables, donc des puissances statistiques, c'est-à-dire une aptitude à mettre en évidence un effet qui sont très variables. Et la bonne réponse, ce n'est pas celle qui est apportée par une étude ou une autre, qui serait difficile à choisir, mais par une méta-analyse qui prendrait en compte l'ensemble de ces études, qui a été réalisée par Tim Navrat, ici sur les études antérieures
à 2000. Et ce n'est pas très visible, mais vous voyez que l'effet méta-analytique, qui est en gros l'effet moyen sur l'ensemble de ces études, alors c'est une moyenne pondérée par l'incertitude ou l'inverse de l'incertitude de chaque étude, de façon à donner plus de poids aux études les plus précises avec l'effectif le plus important, est en faveur d'une augmentation de la pression artérielle avec les niveaux croissants d'exposition au plomb. Et un autre exemple est donné ici par cette étude réalisée dans la Normative Aging Study, où on est uniquement chez des sujets qui sont déjà hypertendus, mais chez qui on observe que les niveaux croissants de plomb, qu'ils soient dosés dans le sang ou plus nettement dans le tibia, sont associés à une augmentation du risque relatif d'une hypertension qui résiste au traitement. À l'échelle des populations, on peut aussi faire une étude écologique et observer une certaine covariation de la fréquence de l'hypertension aux États-Unis avec les niveaux d'exposition au plomb. Mais à nouveau, ce n'est sûrement pas cette étude qui nous apporte le plus fort niveau de preuve. Et le fait d'avoir des connaissances à l'échelle, des associations à l'échelle écologique n'est absolument pas nécessaire, d'autant plus que dans le cas de pathologies multifactorielles comme l'hypertension, il peut très bien y avoir d'autres facteurs de risque dont les tendances ne sont pas les mêmes que celles du facteur d'exposition qui nous intéresse, comme le plomb, et qui peuvent contrecarrer, accentuer, modifier dans un sens imprévisible les tendances globales de l'incidence de la maladie à l'échelle du temps. Donc ce n'est pas là-dessus qu'on fonde le niveau de preuve, mais il se trouve que là encore, quand même, il y a une cohérence aux différentes échelles de la population aux études individuelles chez l'humain, chez l'animal et aux connaissances des mécanismes pathophysiologiques fins, des effets du plomb sur l'hypertension artérielle. Je ne vais pas détailler les autres effets sanitaires du plomb qui sont nombreux, qui touchent aussi les reins, qui touchent aussi la gamétogénèse et notamment en particulier la spermatogénèse qui est altérée. On peut évoquer quand même les effets du plomb sur l'anémie qui passe par l'aptitude du plomb à interagir avec de nombreuses protéines et notamment des enzymes et ici une oxydase qui est impliquée dans la synthèse des M. Donc, en présence de plomb, cette synthèse de l'hème est perturbée, et ce qui entraîne une augmentation du risque d'anémie en cas d'exposition au plomb. On résume ici les connaissances actuelles sur ces effets du plomb sur les différents systèmes, donc que ce soit les problèmes néphropathiques, et j'avais évoqué rapidement la goutte, le système cardiovasculaire, les effets sur le système nerveux central, avec des effets probables aussi sur le risque de maladie d'Alzheimer et de maladie de Parkinson, le système digestif, le système nerveux, avec des effets possibles sur une maladie dont on connaît mal les facteurs de risque, qui est la sclérose latérale amyotrophique, sur le système reproductif, et notamment dans le cas d'exposition masculine, avec une augmentation du risque d'altération de la spermatogénèse, d'une diminution de la probabilité de conception des couples dans le cas d'une exposition masculine, et une altération de la croissance fœtale qu'on a retrouvée récemment dans un de nos projets sur l'exposome, s'appuyant sur des études européennes, donc au niveau d'exposition observée aujourd'hui ou au début de ce siècle au plomb en Europe. Pour le cirque, le plomb est aussi un carcinogène probable, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à un niveau de preuve très fort. L'accroissement des connaissances sur les effets du plomb se représente ici sur ce graphe qui nous donne l'évolution des niveaux qui sont considérés comme préoccupants par les Center for Disease Control, les équivalents de Santé publique France aux États-Unis, qui, dans les années 60, considéraient 60 microgrammes par litre comme le niveau préoccupant, puis 40, puis 30, puis 12 dans les années 90, puis 5, et aujourd'hui, en 2021, 3,5. Alors, à partir de 2012, ils ont cessé de parler de niveaux préoccupants, et c'est plus que des niveaux de référence qui, en fait, correspondent à un percentile de la distribution. Toujours est-il que, en tout cas pour la première partie de cette courbe, ça représente l'évolution des connaissances et l'accroissement des connaissances scientifiques sur le plomb au niveau de la santé, l'aptitude croissante des études toxicologiques, épidémiologiques à mettre en évidence des effets à des doses toujours plus faibles, et
tout ceci illustre aussi le fait que ce qui est considéré comme un seuil, quand on est dans une logique de gestion par les seuils, c'est avant tout le reflet des connaissances du moment, plus qu'une grandeur biologique immuable et sur laquelle on pourrait s'appuyer pour être sûr que la population est absolument protégée. Alors en France, on a un niveau qui déclenche en théorie des procédures de signalement pour saturnisme infantile qui est à l'heure actuelle fixé à 50 et qui ne constitue pas, comme vous le voyez très clairement, un seuil en dessous duquel il n'y a pas d'effet sanitaire, mais enfin c'est celui qui est censé déclencher des interventions administratives et des efforts pour améliorer l'environnement de l'enfant chez qui on détecte ces niveaux. Je voudrais, pour conclure, dire un mot des impacts sanitaires, mais extrêmement bref, puisque j'y reviendrai dans le cours sur le fardeau de maladie. Vous avez ici cette estimation d'environ 1,5 million de décès causés chaque année par l'exposition au plomb à la surface de la planète, qui est qu'une des dimensions du problème, car les effets sur des troubles qui n'entraînent pas de décès ne sont pas pris en compte ici. Mais je ne vais pas m'étendre sur cette question pour aborder la question de la gestion du risque par les sociétés au cours des siècles de ces problèmes liés au plomb. Alors quand on a une substance qui, comme ça, a des effets sanitaires, on peut, et il faut bien sûr, soigner les patients. Maintenant, beaucoup des problèmes que j'ai évoqués ne sont pas faciles à traiter, hein, qu'il s'agisse des problèmes cognitifs, l'altération du quotient intellectuel. Il n'y a pas de solution miracle de traitement. On peut essayer de diminuer en amont les expositions, et dans le cas d'expositions très élevées, on peut d'ailleurs essayer de détoxifier avec ce qu'on appelle la chélation pour faire baisser les niveaux dans l'organisme du plomb. C'est compliqué du fait de ce stockage dans les eaux et ce n'est pas forcément recommandé à toutes les doses. On peut essayer d'améliorer l'habitat, bien sûr. C'est plus facile, plus efficace. On peut protéger mieux les travailleurs et mieux contrôler l'usage de la substance. Encore en amont, on peut agir non pas sur l'exposition mais sur les sources en limitant la production et l'usage de la substance. Ce qui a été fait historiquement plusieurs fois dans les différents secteurs d'usage du plomb. Historiquement, un des premiers exemples est lié à l'épisode d'épidémie de colique poitevine à Ulm que j'ai évoqué tout à l'heure, et à la suite des travaux du docteur Gockel, le comte du Württemberg a édicté une loi qui interdisait l'usage du plomb dans le vin avec des sentences qui pouvaient aller jusqu'à la mort en cas d'usage de plomb pour corriger le vin. Donc ça, c'est une des premières réglementations et lois locales sur une des formes du plomb, la litharge. Dans le cas de l'essence au plomb, de la peinture au plomb, elle a été interdite pour les professionnels de la peinture en 1909. À ma connaissance, le décret d'application n'a été publié que 40 ans plus tard, ce qui explique pourquoi, quand on vend un logement, on s'intéresse surtout par rapport au diagnostic plomb au logement construit avant 1949. En 1919, le saturnisme a été reconnu comme une maladie professionnelle chez les peintres, décision extrêmement importante. En 1977, les États-Unis l'interdisent de toutes les peintures pour les lieux publics et les résidences personnelles. Il faut attendre en fait 1992 pour qu'il y ait une interdiction officielle de la plupart des peintures au plomb dans l'Europe. Parce qu'en fait, en 1909 ou 1949 selon la date, c'est une interdiction d'usage par les professionnels, mais pas du tout d'importation, de vente aux particuliers, notamment, de ce plomb, ce qui fait qu'on pouvait tout à fait aller au supermarché pour acheter des essences au plomb, et c'est ce qui fait que cette date de 1949, elle n'a pas totalement de sens. On peut très bien retrouver de l'essence au plomb dans des bâtiments construits après 1949. Mais on a en 92-93 en France une interdiction de ces peintures au plomb partielle, puisque la vraie interdiction totale, c'est 2019 avec la Cour européenne de justice qui réagit à une décision qui est prise dans la loi Rich consistant à continuer à utiliser le chromate de plomb dans certains pigments. La Cour de justice en 2019 dit non, il faut interdire cet usage.
Voilà, ce qui clôt la question pour notre pays seulement de l'exposition de l'usage des essences au plomb. Pour l'essence, les États-Unis ont commencé à diminuer l'usage de l'essence au plomb à partir des années 70. La France a interdit cet usage en 2000, en même temps que la Chine, et assez longtemps après d'autres pays comme l'Allemagne. Et donc, comme je l'ai déjà évoqué, c'est en 2021 que le dernier pays de la planète a interdit officiellement le plomb. Donc on a là une illustration, avec ces deux usages du plomb, de l'épineuse question de la substitution, puisque en fait on avait à la fois pour la peinture et pour l'essence des composés au plomb, que ce soit le blanc de céruse, le plomb tétraéthyle, qui étaient notoirement nocifs pour la santé. On avait dans les deux cas des substituants qui étaient le blanc de zinc pour l'essence, pour la peinture, ou l'éthanol pour le plomb tétraéthyle, qui ont été découverts dès 1845 pour le blanc de zinc et dès 1920, avant l'invention du plomb tétraéthyle, et donc extrêmement tôt, et une interdiction des substances nocives à base de plomb, très tardive, 1993 ou 2019 pour la peinture au plomb, et 2000 en France pour les essences au plomb. Ces interdictions, donc très tardives, ont eu des bénéfices sanitaires majeurs. Ça, cette courbe, je vous l'ai déjà présentée, c'est la décroissance aux États-Unis avec une diminution de 94% des concentrations moyennes de plomb dans la population américaine de 1 à 74 ans entre 1976 et 2016. Donc c'est une diminution spectaculaire. En France, on a une tendance qui est similaire, mais qui est décalée dans le temps, retardée, en lien avec le fait qu'on a interdit l'essence au plomb qu'à partir de 2000. Et donc on est encore aujourd'hui à des niveaux qui sont bien plus élevés que ceux de la population américaine. 10, c'est à peu près le niveau moyen, la moyenne géométrique qu'on observait vers 2015 dans les études de Santé publique France chez les enfants de 1 à 6 ans. Dans d'autres territoires français comme la Guyane, on est à des niveaux beaucoup plus élevés, comme 23, territoires où il y a d'ailleurs d'autres problématiques d'exposition aux métaux, tels que le mercure, utilisé dans le cadre de leur paillage. La situation n'est pas réglée à l'échelle de la planète aujourd'hui, puisque, comme vous le voyez, l'usage et la production de plomb dans certains pays continuent d'augmenter, la Chine étant leader dans cette production, ce qui fait que globalement, sur la période de la révolution industrielle, on est toujours dans une phase d'accroissement de la production de plomb. C'est particulièrement perturbant quand on met en parallèle cette courbe avec celle des connaissances scientifiques qui nous démontrent des effets au plomb à des doses toujours plus faibles. Alors il faut bien garder à l'esprit que production au plomb n'est pas synonyme et équivalent à l'exposition au plomb. On peut produire du plomb et l'utiliser dans des situations relativement contrôlées qui ne vont pas entraîner d'exposition à court terme. Toutefois, sur le long terme, on sait bien, il y a des exemples en France de sites industriels où on a utilisé du plomb et qui sont contaminés et dont on n'a pas toujours parfaitement la localisation. Donc on sait que c'est très difficile de contrôler très longtemps l'exposition à des facteurs environnementaux et d'être sûr qu'on ne va pas avoir une contamination qui est préoccupante même aux faibles doses à ces substances. Voilà, donc on a ici illustré les usages variables, les formes diverses de ce plomb, la variété et la diversité de ses effets et de ses cibles biologiques. On a, pour certains effets cliniques, une grande cohérence entre les connaissances biologiques à toutes les échelles, de la molécule à celle de la population, ce qui est une belle illustration de la nature multidisciplinaire des théories de la santé environnementale. On est dans la situation d'une substance qui a fini par entraîner des décisions de gestion du risque par la société. Ces décisions de gestion étaient généralement sectorielles, limitées à un secteur, voire même à une situation d'usage dans un secteur, c'est-à-dire qu'on va interdire l'essence, on va interdire la peinture au plomb, et seulement pour les professionnels et pas pour la population générale, ce qui limite fortement la portée de ces mesures de gestion. Ce qui a été possible en s'appuyant sur différentes approches pour générer du doute, limiter quant aux connaissances scientifiques, ralentir la production de ces connaissances scientifiques.
en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de moyens et que les connaissances scientifiques soient générées par les personnes qui sont aussi celles qui utilisent le plomb et donc qui ont un intérêt à ce que cette substance soit autorisée, ce qui illustre la problématique des conflits d'intérêts. Le plomb est toujours une problématique de santé publique aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays et sur l'ensemble de la planète. Voilà, je voudrais juste terminer en revenant sur la question avec laquelle j'ai ouvert mon cours, qui est de savoir si c'est vraiment le plus ancien ennemi de notre santé. Alors, je vous laisse réfléchir à des concurrents éventuels au plomb pour cette place un petit peu douteuse de plus ancien ennemi de notre santé. On peut penser à d'autres métaux comme le mercure, mais en termes d'impact, il est probable que le plomb ait des impacts globalement plus importants. À des agents infectieux, bien sûr. Alors la peste est plus vraiment aujourd'hui un grand problème. La grippe est un virus très ancien, mais en fait, il s'agit de plusieurs virus qui mutent régulièrement, mais qui ont un impact aussi sanitaire absolument considérable et qui s'étend sur des millénaires, comme les effets du plomb. Pour ce qui est des animaux, je ne pense pas qu'il y ait de concurrents réels. Même le tyrannosaure, il a cessé de nous embêter depuis très longtemps. Peut-être que l'éthanol est un concurrent sérieux, puisqu'il est lui aussi utilisé depuis des millénaires, et son impact est considérable, avec de l'ordre de 40 000 décès chaque année dans notre pays. Il est possible aussi que la bonne réponse, ce soit simplement l'humain. Voilà, l'homme est un loup pour l'homme, disaient les Romains, qui ont aussi souffert du plomb. Et donc je vous laisserai juste sur cette réflexion, et je vous remercie beaucoup pour votre attention.